C'est mieux? Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Ça marche? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire le cours sur la pathologie vasculaire et les troubles circulatoires. C'est un cours qui va se dérouler en 2 séances. Première et deuxième séance. Comment je peux passer à la diapositive? Alors, voici le plan que nous allons aborder. Nous allons tout d'abord introduire la question et faire quelques rappels histologiques. Par la suite, nous allons traiter les principales lésions élémentaires de la pathologie vasculaire, qui sont la congestion, l'œdème et l'hémorragie. Puis, nous traiterons les troubles circulatoires, à savoir la thrombose, l'embolie, l'ischémie, l'infarctus, et nous finirons par aborder les vascularites. Alors, qu'est-ce que la pathologie vasculaire? La pathologie vasculaire occupe une place importante en anatomie pathologique. Depuis les lésions élémentaires, qui sont la congestion, l'œdème et l'hémorragie, jusqu'aux troubles de la circulation sanguine, à savoir la thrombose, l'ischémie, l'infarctus et l'embolie. La circulation sanguine peut être perturbée par des lésions cardiaques, artérielles ou alors veineuses. Un rappel sur le système sanguin. L'appareil cardiovasculaire est constitué d'une pompe, qui est le cœur, et des conduits, qui sont représentés par les artères, les veines et les capillaires. Dans les différents segments de l'arbre vasculaire, il est classique d'individualiser 3 types, donc 3 tuniques, qui sont de l'intérieur à l'extérieur. Vous avez l'intima, qui est en contact direct avec le sang, la média et l'adventice. L'intima, c'est la première couche qui est en contact avec le sang. Elle est faite donc d'une assise discontinue de cellules endothéliales reposant sur une membrane basale et un chorion conjonctif. La média, qui est faite de fibres musculaires lisses. Elle est séparée de l'intima par la limitante interne et de l'adventice par la limitante externe. L'adventice, qui est la dernière couche, elle est faite d'un tissu conjonctif comportant bien sûr des vaisseaux et des nerfs. C'est bon, je peux passer? C'est bon pour le rappel? Très bien. Donc, je vous ai dit pendant ce cours, donc nous allons faire l'œdème, la congestion, l'hémorragie et la thrombose. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous ferons donc la deuxième partie du cours. Alors, qu'est-ce que l'œdème? L'œdème est une augmentation de la quantité d'eau dans les espaces extravasculaires, d'accord? Je dis bien au niveau des espaces extravasculaires. Il faut savoir que il existe 2 types d'œdème. Vous avez, je pense, étudié l'œdème en physiopathe l'année passée. Donc, il faut savoir qu'il existe 2 types d'œdème. Vous avez l'œdème hémodynamique ou transsudat et l'œdème inflammatoire ou exsudat. Pour l'œdème hémodynamique ou transsudat, alors, il est
en protéines. D'accord? C'est un œdème qui est pauvre en protéines plasmatiques. Il peut résulter de plusieurs mécanismes. Vous avez par exemple une augmentation de la pression hydrostatique dans le secteur veineux qui va donner donc une extravasation et une perméabilité accrue d'eau au niveau de l'espace extracellulaire par obstacle sur une veine et ça va donner un œdème localisé. Ou alors, cet œdème peut être généralisé, par exemple, en cas d'insuffisance cardiaque globale au stade final. D'accord? Le deuxième cas de figure concernant l'œdème hémodynamique est la diminution de la pression oncotique. Qu'est-ce que la pression oncotique? Très bien, c'est par rapport aux protéines plasmatiques. Très bien. Donc, cette diminution de la pression oncotique, elle est retrouvée dans les états d'hypoprotidémie en cas de malnutrition sévère, en cas de protéinurie massive, en cas d'insuffisance hépatique. D'accord? Donc, vous avez une diminution de la pression oncotique qui va engendrer un œdème de type transudant. Une rétention hydrosodée peut aussi provoquer un œdème hémodynamique en cas d'insuffisance rénale. Un obstacle au drainage lymphatique provoque aussi donc un œdème hémodynamique. C'est le cas de l'éléphantiasis. C'est bon pour l'œdème hémodynamique? Cet œdème hémodynamique diffère de l'œdème inflammatoire qui est riche en protéines, qui se voit pendant la première phase de l'inflammation. Vous avez fait le cours sur l'inflammation? Vous avez fait le cours? Pas encore, donc vous allez le faire. Cet œdème caractérise la première phase de l'inflammation. Il est riche donc en protéines et il est dû à une augmentation de la perméabilité endothéliale. Macroscopiquement, comment il se présente cet œdème? Alors, les tissus et organes œdémateux sont mous et pâles. D'accord? Après incision, si on fait une petite incision au niveau de l'organe œdémateux, on aura donc un écoulement d'un liquide séreux légèrement rosé. Regardez ici cette image macroscopique qui montre un œdème pulmonaire. Et vous avez, quand vous le voyez bien, un poumon qui est augmenté de volume, qui a un aspect clair, d'accord? Qui a un aspect clair et qui est mou. Microscopiquement, par contre, le tissu œdémateux est infiltré d'une sérosité pâle, très faiblement éosinophile. Et cette sérosité, elle va écarter les constituants normaux, donc, du tissu. Regardez ici une image microphotographie qui montre donc un parenchyme pulmonaire. Et voyez bien que les alvéoles pulmonaires sont comblés d'un œdème clair. D'accord? C'est l'aspect microscopique de l'œdème aigu du poumon. C'est bon pour l'œdème? C'est bon, on peut passer? Très bien. Mais quelles sont les conséquences de ces œdèmes? Il faut savoir que les conséquences des œdèmes varient selon le siège et l'intensité de cet œdème. Parfois, vous avez une simple compression gênante au fonctionnement de l'organe quand l'œdème est localisé. Quand l'œdème, donc, persiste longtemps dans le temps, vous allez avoir une surinfection de cet œdème. Mais parfois, l'œdème a des conséquences fatales. Il peut donc engager le pronostic vital, va donner une mort subite, va aboutir à un décès lorsque il atteint une zone dangereuse, une zone fonctionnelle. Par exemple, l'œdème aigu pulmonaire, l'OAP.
ou alors l'œdème cérébral important post-traumatique par exemple. D'accord? Donc retenez bien que l'œdème peut donner des conséquences dangereuses et entraîner même le décès. D'accord? Donc c'est bon pour l'œdème. On passe à la deuxième lésion vasculaire élémentaire qui est la congestion. Oui? Un œdème, c'est par rapport au renseignement clinique, à l'interrogatoire, à l'examen physique. Généralement, l'œdème pulmonaire, il est, dans la majorité du temps, il est aigu. D'accord? Il s'installe d'une façon brute. Par contre, par exemple, l'œdème qu'on voit dans les insuffisances rénales, il est chronique au niveau des membres inférieurs, chez les personnes diabétiques, chez les insuffisants surrénaliens. D'accord? Je vous en prie. D'autres questions concernant l'œdème? On peut passer? Très bien. Alors, qu'est-ce que la congestion? La congestion est une augmentation de la quantité de sang contenu dans les vaisseaux qui se dilatent. D'accord? La congestion peut être active ou alors passive. Je vous montre une image microscopique d'un vaisseau congestif. Regardez bien ici, le vaisseau est dilaté et il est gorgé, comblé de globules rouges. C'est ça ce qu'on appelle une congestion vasculaire. Je vous ai dit que la congestion vasculaire peut être active ou alors passive. Donc, la congestion active est la conséquence d'une augmentation de l'apport de sang artériel par vasodilatation active des artérioles et de la microcirculation. Par contre, la congestion passive, elle est due à un ralentissement du drainage sanguin veineux. Donc, la congestion passive, elle est due à une stase. On va détailler un petit peu la congestion active. La congestion active est la conséquence d'une augmentation de l'apport de sang artériel par vasodilatation active des artérioles et des capillaires. Elle se traduit par une rougeur et une chaleur. Les organes touchés sont automatiquement de poids et de volume augmentés. Elle est due soit à un mécanisme nerveux réflexe, par adaptation lors d'une sollicitation fonctionnelle accrue, par exemple, donc la pratique d'une manœuvre sportive qui va engendrer une vasodilatation des capillaires et des artérioles afin de ramener de l'oxygène. Donc, on aura par conséquence une congestion active, une rougeur quand on pratique le sport. Pendant la première phase, nous avons une chaleur, d'accord, et une rougeur. Le visage devient rouge. Cette congestion active, donc, elle se voit aussi pendant la phase initiale de l'inflammation. Et elle accompagne généralement l'œdème lésionnel. Vous allez voir, vous allez étudier le cours sur l'inflammation et vous allez détailler la première phase de l'inflammation. La congestion passive, quant à elle, je vous ai dit, elle est due à un ralentissement du drainage sanguin. Elle s'accompagne d'une dilatation passive des veines et des capillaires et une diminution du débit sanguin. Les organes, contrairement à la congestion active, sont froids, bleu-violacés, de poids augmenté. Cette congestion passive peut être localisée, liée à une stase, par exemple, en cas d'oblitération, une thrombose des membres inférieurs, en cas d'alitement prolongé, ou alors quand il y a une compression veineuse, d'accord? Quand il y a une compression veineuse. Elle peut être aussi généralisée
chez les insuffisants cardiaques au stade final. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions concernant la congestion? Posez des questions. Essayez d'être un petit peu interactif. Tout est clair. Très bien. Donc, on arrive maintenant à l'hémorragie. Et qui est-ce qui ne connaît pas l'hémorragie? L'hémorragie est une issue de sang hors des cavités vasculaires. C'est l'extravasation de globules rouges à l'extérieur des vaisseaux. Par contre, la congestion, c'est l'augmentation du nombre des globules rouges et la dilatation à l'intérieur du vaisseau. Vous arrivez à faire la part des choses. Très bien. Il faut savoir que l'hémorragie peut être artérielle, veineuse ou alors capillaire. Quand l'hémorragie est d'origine artérielle, le sang qui coule, il est rouge, il est vif, parce que c'est un sang oxygéné, d'accord? Et il s'écoule d'une façon saccadée. D'ailleurs, il peut entraîner donc un état d'hypovoulémie et entraîner le décès, la mort subite, d'accord? Par exemple, un traumatisme ou alors une fracture au niveau de la tête fémorale, une lésion des artères fémorales, d'accord? Quand l'hémorragie est veineuse, le sang, il est sombre parce qu'il est désoxygéné et il s'écoule d'une façon continue. C'est-à-dire que c'est passif. Par contre, l'artère, elle gicle, d'accord? L'hémorragie capillaire, c'est les vaisseaux de la petite circulation, elle est en nappe. Elle est en nappe. Regardez ici un muscle, ça c'est un tissu musculaire et vous avez de l'hémorragie au sein des fibres musculaires. Les causes de l'hémorragie. Quelles sont les causes de ces hémorragies? L'hémorragie peut être due à une rupture des vaisseaux ou alors carrément du cœur. En cas de traumatisme externe, une rupture d'une paroi fragilisée, d'accord, vasculaire par une pathologie antérieure, un anévrisme artériel. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un anévrisme artériel? Très bien. Donc l'anévrisme artériel est un sac qui se trouve au niveau de la paroi vasculaire. C'est un sac, donc il va entraîner, c'est la paroi qui le couvre, elle est fragile, elle est fragilisée et il y a une rupture spontanée de ce anévrisme. Et ce cas de figure est très fréquent chez les enfants naissant avec des malformations, des anévrismes cérébraux, d'accord? Vous avez la rupture du myocarde, qui est une complication de l'infarctus du myocarde. Vous savez très bien que l'infarctus du myocarde va entraîner aussi une fragilité du muscle cardiaque et ce dernier peut être donc être lésé facilement. Cette hémorragie peut être due à une érythro-diapédèse à travers les parois capillaires altérées en cas de lésion de l'endothélium lui-même par les toxines bactériennes. En cours de septicémie, le méningocoque qui entraîne donc des hémorragies des membres inférieurs, le purpura, post-méningotoxique, d'accord? Donc ce sont ces toxines qui sont libérées dans la circulation sanguine et qui vont agir sur la cellule endothéliale, la première couche que je vous ai montré tout à l'heure, et il y aura une extravasation des globules rouges à travers ces cellules endothéliales. Le deuxième cas de figure, c'est la coagulation intravasculaire disséminée qu'on retrouve chez la femme post-accouchée, qui est une complication pas très fréquente, mais elle est gravissime. Elle peut entraîner la mort. Pourquoi? Parce qu'elle donne un état d'hémorragie diffuse. C'est une hémorragie diffuse qui se trouve au niveau du tissu cérébral, au niveau du muscle, au niveau de l'intestin. D'accord? C'est une hémorragie disséminée. Et je vous ai dit que ce sont les cellules endothéliales elles-mêmes qui répondent à des toxines et à des médiateurs chimiques. D'accord? Regardez ici, un tissu cérébral. Ça, c'est un parenchyme cérébral. Et vous avez l'hémorragie ici. C'est une hémorragie post-traumatique.
C'est bon, je peux continuer. Ce sont les septicémies, ce sont les germes. Par exemple, les bacilles gram négatifs. Les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces bactéries vont libérer des toxines. Ces toxines vont agir sur la cellule endothéliale elle-même. La cellule endothéliale, donc, elle est discontinue, l'assise de cellule endothéliale. Donc, il y aura une extravasation des globules rouges à travers les cellules endothéliales. D'accord? Il n'y a pas une rupture ou alors une lésion du vaisseau. C'est une lésion de l'endothélium qui répond à des médiateurs chimiques et à des toxines. D'accord? L'hémorragie peut être extériorisée. Vous avez, par exemple, l'hématémèse, le méléna, la rectorragie, l'épistaxis, c'est qui est un écoulement nasal sanguin, l'hémoptysie, qui est l'expectoration de sang par la bouche. Une plaie cutanée peut aussi donner donc une hémorragie extériorisée. Vous avez l'hémorragie collectée dans une cavité naturelle. Vous avez l'hémothorax pour la plèvre, l'hémopéricarde pour le cœur, l'hémopéritoine pour l'abdomen et l'hémosalpinx pour quel organe? Pour l'ovaire, pour la trompe, d'accord? La trompe, on appelle l'hémorragie de la trompe un hémosalpinx qu'on retrouve en cas de grossesse extra-utérine. L'hémopéricarde, il est dû à quoi, l'hémopéricarde? Qui peut me répondre? Il est dû à une rupture cardiaque. Il est dû à une rupture cardiaque ou alors à une dissection aortique haute. D'accord? Très bien. Un hémothorax, le plus souvent, il est post-traumatique. Une arme blanche, d'accord? Un coup de poignard, comme on dit, provoque un hémothorax. L'hémorragie peut être aussi intratisculaire. L'hématome qui est la collection sanguine bien limitée à l'intérieur des tissus. L'hématome, qui est-ce qui n'a pas eu à l'enfance un hématome musculaire? D'accord? C'est au niveau donc du muscle, c'est entre les fibres musculaires que vous avez cette hémorragie qui va virer de couleur. Au début, elle est rouge, après elle devient bleue, après elle devient jaune, après elle disparaît. Vous avez tous eu cette lésion cutanée. Très bien. Vous avez les hémorragies interstitielles, les ecchymoses, le purpura, les pétéchies. C'est bon? C'est bon pour l'hémorragie? Alors, mais ces hémorragies, comment peuvent évoluer ces hémorragies? Quand l'hémorragie, elle est peu étendue, elle évolue progressivement vers la résorption et la guérison, avec une réaction bien sûr inflammatoire et une dégradation de l'hémosidérine, expliquant le passage donc successif des ecchymoses par différentes couleurs. Parfois, donc, cette hémorragie va évoluer vers un tissu fibreux, parfois calcifié. Quand il y a un hématome, il va former une boule qui va se calcifier, il va rester à l'intérieur du muscle quand il est profond. En cas d'hématome volumineux, la détertion est souvent incomplète. Il se produit alors un enquistement. C'est pour ça qu'il faut évacuer toute hémorragie. Dans les séreuses, des dépôts de fibrine vont s'organiser en un tissu fibreux avec épaississement des séreuses qui va donner des symphyses. La symphyse pleurale, d'accord? La symphyse pleurale, par exemple. Les hémorragies, quand elles sont chroniques, elles vont donner une anémie ferriprive par insuffisance en fer. Ces hémorragies, quand elles sont abondantes et gravissimes, elles vont donner un choc hypovolémique qui peut engendrer donc et engager le pronostic vital. Vous avez aussi une destruction du tissu fonctionnellement vital pour l'organisme quand elle touche une grande partie de l'organe.
cette hémorragie, quand elle est collectée, elle va donner une compression gênant au fonctionnement d'un viscère. Par exemple, je cite l'exemple de l'hémopéricarde qui provoque une insuffisance cardiaque aiguë, la tamponnade, d'accord, qui peut donc engager le pronostic vital. L'hématome extradural qui comprime le cerveau et qui est responsable donc de la mort. Voilà pour l'hémorragie. Est-ce que vous avez des questions concernant le chapitre hémorragie? Pour le polycopier, je vous le donnerai la semaine prochaine avec le cours version PDF. C'est bon, on passe au dernier chapitre pour cet après-midi, oui? J'entends rien. Une lame capillaire. Oui. Oui. Et après, ce sont les plus choses de la pour l'hémorragie artérielle, elle est donc elle est facile. Et pour l'hémorragie artérielle, elle est en arbre. Par exemple, si vous prenez la nature et vous êtes, d'accord, elle est vide en arbre. C'est bon? On peut passer d'autres questions concernant l'hémorragie. Très bien. Donc, on passe aux troubles de la circulation. La thrombose. La thrombose correspond à la coagulation du sang. Retenez bien, coagulation du sang dans une cavité vasculaire au cours de la vie. D'accord? Cette définition exclut le thrombus post-mortem qui se voit chez les cadavres et l'hématome qui est une collection de sang donc hors d'une cavité vasculaire. Donc, deux choses à retenir. La thrombose correspond à la coagulation de sang à l'intérieur des vaisseaux pendant la vie. La thrombose répond à la triade de Virchow. Il faut qu'il y ait 3 facteurs déclenchant la thrombose. Le premier facteur, c'est la lésion endothéliale. Après, vous avez l'hypercoagulité sanguine et les anomalies du flux sanguin, la stase. Ces 3 facteurs vont engendrer la thrombose. Le thrombus est fait de 3 parties. Vous avez la tête, le corps et la queue. La tête ou thrombus blanc, donc il est fait de plaquettes et de fibrilles. C'est pour ça que ça donne une coloration blanchâtre à la tête du thrombus. Le corps, ou alors thrombus mixte, il est fait d'éléments figurés de sang avec de la fibrille. La queue, par contre, ou thrombus rouge, ne comporte que du sang plus ou moins bien coagulé avec très peu de fibrilles. D'accord? Donc, retenez bien que le thrombus en lui-même comporte 3 parties. La tête, le corps et la queue. La tête, c'est le thrombus blanc qui ne comporte que des plaquettes. Le corps, qui est une mixture de plaquettes et d'éléments figurés. Et la queue, qui ne comporte que de globules rouges et éléments sanguins. Regardez ici 2 images microscopiques, celle de droite et de gauche. Celle de droite qui montre un thrombus partiel dans une cavité vasculaire. Donc, ce qui est en rouge ici est le thrombus. L'image de gauche montre un thrombus oblitérant artériel, c'est-à-dire que ce thrombus donc obstrue toute la lumière vasculaire. La topographie du thrombus. Le thrombus peut se loger au niveau artériel. Je cite l'exemple des thromboses coronaires qui est responsable de l'infarctus du myocarde.
La thrombose oblitérante des membres inférieurs qui va donner la gangrène. D'accord? La gangrène qui est due à une oblitération des artères des membres inférieurs. Très bien. Vous avez le thrombus intracardiaque qui est secondaire au trouble du rythme. Trouble du rythme, stase sanguine à l'intérieur de l'oreillette ou alors du ventricule, la stase, lésion de l'endothélium, hypercoagulité sanguine et vous avez le thrombus intracavitaire. Le thrombus peut siéger aussi au niveau des veines qui va donner la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs chez les personnes alitées, chez les femmes post-accouchées, d'accord? Donc vous avez en cas d'alitement une stase, un muscle, un membre qui ne fonctionne pas, une stase. La stase va donner donc une thrombose qui va se situer au niveau des veines et ça va donner la thrombose veineuse, d'accord, profonde des membres inférieurs. Regardez ici cette image macroscopique. Ça, c'est un cœur. Et ici, on a ouvert l'artère coronaire du cœur. À l'intérieur, tout ce qui est en rouge ici, c'est le thrombus. C'est un thrombus intracoronarien qui est responsable de l'infarctus du myocarde. Évolution du thrombus. Pourquoi la maladie thromboembolique, elle est grave? Parce que le thrombus évolue le plus souvent mal. Le thrombus peut subir une lyse spontanée, mais ce cas de figure est très rare, voire exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel qu'un thrombus donc se lise spontanément. Le thrombus peut aussi donc s'organiser. C'est l'éventualité la plus fréquente. Il s'agit d'une organisation fibreuse. Donc, le thrombus va être remplacé par la fibrose, qui débute 48 heures après l'installation du thrombus. Le thrombus peut parfois subir un ramollissement purulent. Donc, il y a une pilulation de germes qui va donc se surajouter à la maladie thromboembolique. Mais ce cas de figure est aussi rare. Le thrombus peut se calcifier. Il va être entouré donc d'une coque fibreuse. Mais l'éventualité qu'on craint toujours, c'est la migration de ce thrombus qui va donner l'embolie pulmonaire. D'accord? L'embolie. Donc l'embolie qui est la migration du thrombus, c'est une complication grave de thrombus. La complication à redouter, je vous ai dit, est la migration de ce thrombus qui va donner l'embolie. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la thrombose? Oui? Je vous entends très mal. Le ramollissement. D'accord? Donc, je vais revenir à la diapo. Le ramollissement purulent. Donc, le ramollissement purulent, je vous ai dit, c'est une pilulation microbienne qui va se surajouter au niveau du thrombus. D'accord? Il y aura une infection du thrombus. Mais c'est une éventualité qui est rare. D'accord? C'est bon? Posez des questions. Donc, c'est fini pour cette séance. La prochaine séance, nous allons faire l'ischémie. Essayez de lire un petit peu sur la question. L'ischémie, l'infarctus, l'embolie et les vascularites. D'accord? Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. D'accord? Et à lundi, Inch'Allah, c'est ça? 14h30, c'est ça? Inch'Allah. Bon courage.
C'était bien, vous avez compris. Oui. C'est pour ça. Oui, c'est les lésions élémentaires. Montre. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre deuxième partie sur la pathologie vasculaire et les troubles hémodynamiques. Après avoir traité la dernière fois tout ce qui est élémentaire, la congestion, l'œdème, l'hémorragie, la thrombose, donc nous continuerons par l'embolie, l'ischémie, l'infarctus et les vascularites. Alors, qu'est-ce que l'embolie? L'embolie est la circulation d'un corps étranger, exogène ou endogène, dans le courant circulatoire et son arrêt brusque dans un vaisseau trop petit pour lui livrer passage. D'accord? Ce corps étranger est appelé embole. Voici donc une image macroscopique d'autopsie d'une embolie pulmonaire. Regardez ici, donc, ce tronc de l'artère pulmonaire qui est occupé par ce thrombus qui a migré à partir des membres inférieurs et donc qui est bloqué au niveau de la circulation artérielle pulmonaire. D'accord? Donc, il s'agit d'un embole cruorique et la conséquence est l'embolie pulmonaire. Il est à noter qu'il existe plusieurs types d'emboles. Le plus fréquent est l'embole cruorique, c'est-à-dire qui prend naissance à partir des éléments sanguins. C'est le plus fréquent, il correspond à la majorité des cas, plus de 95%. Il s'agit d'un fragment de thrombus qui a migré dans le courant circulatoire. Je vous ai dit la dernière fois que la complication et l'évolution redoutable du thrombus est l'embolie. Le deuxième type d'embole est l'embole gazeux, qui survient à la suite d'une plaie vasculaire avec introduction d'air. Cette embole peut être due aussi à un accident de décompression, d'accord? Au moment de l'installation donc d'une voie d'embole. Il existe aussi l'embole graisseux. L'embole graisseux qui fait le plus souvent suite à une fracture des os. Une fracture d'un os qui va libérer la substance graisseuse qui est à l'intérieur. Cette substance graisseuse va migrer au niveau de la circulation sanguine, elle va être bloquée au niveau donc d'un des vaisseaux pulmonaires. On parle d'embolie graisseuse. L'embole peut être aussi un germe, un embole infectieux qui correspond à des germes, des bactéries, des champignons. D'accord? Par exemple, je cite l'exemple de l'embolie pulmonaire septique suite à une endocardite infectieuse. Vous connaissez tous c'est quoi une endocardite infectieuse? Donc, c'est une infection et inflammation de l'endocarde par le streptocoque, qui fait suite à des angines mal traitées. Donc, ce thrombus, ou alors cet embole infectieux, il va migrer au niveau de la circulation sanguine, il va donner une embolie infectieuse. Vous avez aussi l'embole peut être un corps étranger, par exemple un cathéter en cas d'installation d'une voie d'abord, un matériel médical aussi qui peut passer dans la circulation sanguine. L'embole aussi peut être tumoral. Et vous allez bien détailler ce chapitre
quand vous allez faire le cours sur la pathologie tumorale. Vous savez que la hantise de la tumeur, c'est la propagation et c'est de donner des métastases à distance. Par quel biais cette tumeur, donc, elle va donner des métastases à distance? Si vous avez, par exemple, un cancer mammaire, il va donner des métastases osseuses. Par quel mécanisme? C'est par le biais d'emboles vasculaires. Ce sont ces cellules tumorales qui vont migrer au niveau de la circulation sanguine, qui vont atterrir et au niveau de l'os et donner des métastases. D'accord? Vous avez un autre type rare d'embole, c'est l'embolie ou alors l'embole amniotique qui se voit chez la femme post-accouchée. D'accord? C'est le passage de particules et de débris embryonnaires, le plus souvent d'un épithélium malpigien, du fœtus au niveau de la circulation maternelle. D'accord? Passage de débris embryonnaires au niveau de la circulation maternelle. Je vous ai mis ici quelques images microscopiques des différents emboles qu'on a vus tout à l'heure. Vous avez l'embole graisseux. Regardez ici cette paroi vasculaire et qui est occupée par un tissu graisseux, lipomateux. Regardez ici ces cellules qui sont blanchâtres, ce sont des adipocytes. Un autre exemple, un embole athéromateux. Regardez ici donc les cristaux de cholestérol qu'on retrouve dans l'athérome, dans la plaque d'athérome. Vous avez fait le cours sur l'athérosclérose. Très bien. L'embole tumorale, regardez ici des vaisseaux qui sont occupés par des cellules malignes à distance. Et l'embole amniotique, ces débris, ce sont des restes d'épithélium malpigien fœtal qui passent dans la circulation sanguine maternelle. On a détaillé l'embole, on a vu ces différents types. Maintenant, nous allons voir les conséquences de cette embolie. Quelles sont les conséquences des embolies? Le plus souvent, qui dit embolie pulmonaire dit mort subite. L'embolie, c'est un état, voilà, c'est un état grave. Donc, il faut savoir qu'avant de déterminer donc, les conséquences des emboles et des embolies, sont déterminées par le siège de l'embole et la taille de l'embole. D'accord? Donc, les conséquences sont déterminées par la taille et le siège de l'embole. Par exemple, si on prend l'exemple de l'embolie pulmonaire, cette embolie pulmonaire, quand elle est massive, quand le thrombus, il prend le tronc de l'artère pulmonaire. Donc, vous aurez tout le tronc de l'artère pulmonaire qui est bouché et vous aurez une mort subite. Vous avez, si l'embole donc il prend une seule artère pulmonaire ou alors une branche de cette artère pulmonaire, la conséquence est une insuffisance cardiaque droite. D'accord? Si vous avez plusieurs emboles de petite taille, mais qui sont plusieurs, qui occupent plusieurs donc, vaisseaux pulmonaires, vous aurez une insuffisance cardiaque chronique. L'embolie amniotique qui survient chez la femme post-accouchée est dramatique parce que le risque de cette embolie amniotique est l'installation d'un tableau de CIVD. La coagulation intravasculaire disséminée, qui sera responsable d'un état hémorragique disséminé. La femme, elle va saigner de partout et elle va faire un état de choc hypovolémique. Si le cas n'est pas pris donc, à temps, la patiente ou alors la post-accouchée risque de passer, d'accord? C'est un état qui va entraîner le décès rapidement par choc hypovolémique. L'embolie tumorale, je vous ai dit, elle va donner des métastases
à distance. Je cite l'exemple du sein, l'exemple de la thyroïde, le côlon par exemple, la métastase hépatique en cas de cancer digestif. L'embolie septique, donc, elle va donner une infection, un abcès, au niveau, donc, du territoire où l'embole s'est arrêtée. D'accord? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'embolie septique, je vous ai dit, elle fait suite à la migration d'un embole infectieux. J'ai donné le cas et l'exemple de l'endocardite infectieuse. Vous avez une migration de cette embole septique au niveau d'un autre organe par le biais de la circulation sanguine. Par exemple, l'atteinte, elle est cardiaque et vous aurez un abcès cérébral. Par quel mécanisme? C'est le passage de ces micro-organismes du cœur jusqu'au cerveau à travers la circulation sanguine. C'est bon? D'autres questions? Posez des questions concernant l'embolie. Pas de questions? C'est clair? Très bien. Donc, on continue. On passe à l'ischémie. L'ischémie qui est une diminution relative ou alors absolue, complète, de l'apport sanguin artériel dans un territoire limité de l'organisme. Donc, cela veut dire que l'ischémie peut être relative, partielle ou alors complète. Les causes de l'ischémie. Quelles sont les causes de l'ischémie? Ce sont toutes les causes d'oblitération partielle ou alors totale d'une lumière artérielle, parfois intriguée entre elles. Par exemple, vous avez l'athérosclérose qui va diminuer le diamètre des vaisseaux, l'artérite qui est une inflammation des artères, la compression extrinsèque aussi, elle va donner une diminution de l'apport sanguin. L'ischémie, si elle est complète et étendue, elle sera responsable d'une nécrose complète du territoire irrigué par ce vaisseau. D'accord? Si l'ischémie est complète, il n'y a plus d'apport sanguin, plus d'apport d'oxygène, parce que l'oxygène, il est transporté par le biais des globules rouges qui circulent au niveau de la circulation sanguine. Donc, qui dit arrêt de la circulation, dira arrêt de l'apport en oxygène. Donc, si cette ischémie est complète, vous aurez une nécrose. Si cette ischémie est incomplète et transitoire, donc vous aurez une douleur intense mais transitoire. Je cite l'exemple de la claudication intermittente des membres inférieurs qui est due à une diminution donc des calibres des artères, de l'artère fémorale. Donc vous aurez un tableau qui est fait de douleurs poussées et rémission, des douleurs chroniques, d'accord? Entre les douleurs, il y a des moments où le patient ne ressent rien. Longueur d'effort, l'angine de poitrine, d'accord, qui est due à une ischémie myocardique, elle est transitoire. Longueur intestinale, qui intéresse les artères mésentériques, d'accord. L'ischémie, quand elle est incomplète et chronique, elle entraînera une atrophie avec remplacement progressif du parenchyme fonctionnel par un tissu fibrosé. Vous avez par exemple l'atrophie rénale avec des lésions de fibrose en cas d'obstruction partielle de l'artère rénale. Au niveau du cœur, si vous avez une obstruction partielle des artères coronaires, vous avez de multiples foyers de fibrose au sein du cœur, sans qu'il y ait un infarctus évident. D'accord? Si vous prenez le cœur, à la macro, il n'y a rien. Si on fait des coupes histologiques, je vais retrouver plusieurs lésions de fibrose, d'accord, microscopiques de fibrose, qui sont dues à une obstruction partielle des artères coronaires. Par contre, je vous ai dit, si l'obstruction, elle est totale, c'est bon. C'est l'installation de la nécrose. D'accord? C'est bon? Très bien. L'infarctus. C'est un terme qui va revenir beaucoup durant votre cursus et qui ne connaît pas l'infarctus du myocarde, qui est considéré comme la première cause
de mortalité chez l'homme dans le monde. L'infarctus est un foyer circonscrit de nécrose ischémique. Nécrose ischémique, c'est dû à une oblitération artérielle dans un viscère consécutif à une obstruction complète et brutale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une obstruction complète. Ce n'est pas une obstruction qui est incomplète ou partielle. Donc, c'est un foyer bien circonscrit de nécrose ischémique dans un viscère consécutif à une obstruction artérielle complète et brutale. Vous avez fait le cours sur la nécrose. La nécrose, si les lésions élémentaires, la nécrose, c'est la mort cellulaire. La nécrose est la mort cellulaire. D'accord? Très bien. Il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés morphologiques d'infarctus. Il y a l'infarctus blanc et l'infarctus rouge. Il y a deux types. Retenez bien. Il y a l'infarctus blanc et l'infarctus rouge. Les deux, ce sont des territoires de nécrose ischémique. L'infarctus blanc, il est dû à une obstruction d'une artère de type terminal. Et le territoire atteint subira une nécrose de coagulation. Cet infarctus peut toucher le cœur, le rein, le cerveau et la rate. Donc l'infarctus blanc, il est dû à une obstruction complète d'une artère de type terminal. Donc il n'y a plus d'irrigation, plus d'apport en oxygène. Les organes touchés sont le cœur, le rein, la rate et le cerveau. L'infarctus rouge, par contre, c'est la même chose. C'est une nécrose qui est ischémique, de coagulation. Sauf que l'artère, il survient au niveau des organes qui ont une double circulation sanguine, une double vascularisation. D'accord? Vous avez le poumon et l'intestin grêle. Le poumon, l'obstruction de l'artère pulmonaire va donner une nécrose. D'accord? Il faut savoir qu'il existe une autre vascularisation collatérale qui va irriguer cet organe et on aura une inondation hémorragique. C'est pour ça qu'au niveau du cœur, l'infarctus, il est blanc, on le voit, je vais vous montrer des images tout à l'heure. Et au niveau du poumon, il est rouge, hémorragique. D'accord? Au niveau de l'intestin, c'est la même chose. Vous avez la circulation mésentérique et vous avez les collatérales qui irriguent l'intestin. Donc, il y a un blocage d'apport sanguin d'un côté et une inondation de l'autre côté. C'est pour ça que vous avez l'aspect macroscopique, il est rouge, il n'est pas blanchâtre. Regardez ici les images. Vous avez une rate et un rat. Regardez l'aspect de l'infarctus. Il est blanc. C'est un infarctus blanc qui survient dans les organes qui ont une seule vascularisation de type terminal. On parle de vascularisation terminale, c'est-à-dire que si l'artère est bouchée, il n'y a plus de collatéral. D'accord? Le deuxième type d'infarctus qui intéresse l'intestin et le poumon, c'est l'infarctus rouge. Du moment qu'il y a des collatérales, même s'il y a blocage de la vascularisation, les collatérales vont être inondées de sang, ils vont donner cet aspect macroscopique rougeâtre. D'accord? Mais le principe est le même, que ce soit pour l'infarctus blanc ou alors pour l'infarctus rouge. C'est une nécrose ischémique. C'est bon? Très bien. L'aspect macroscopique de l'infarctus blanc, cet infarctus blanc, il va passer par des étapes macroscopiques et microscopiques. Au début, je prends l'exemple du cœur. Parce que l'infarctus du myocarde, il est très fréquent chez nous. Donc, durant les premières heures, jusqu'à 48 heures, les lésions sont à peine visibles. Elles correspondent à un territoire de distribution artérielle, une forme pyramidale à base périphérique. Regardez ici, la base, elle est périphérique. Cette lésion, elle est plus pâle que le reste de l'organe, puis elle devient blanc-jaunâtre et elle sera entourée d'un liseré hémorragique. Par la suite, pendant la première à la deuxième semaine,
les limites de l'infarctus sont plus nettes. On commence à bien voir l'infarctus. Et ce infarctus sera entouré d'un liseré hémorragique. C'est le bourgeon charnu, le tissu de granulation. Pourquoi? Parce que l'organe, il va essayer de réparer. Les cellules inflammatoires vont passer dans la circulation sanguine et essayer de réparer. Il y aura des polynucléaires, neutrophiles, il y aura des vaisseaux, ce qui va donner cette coloration hémorragique. Par la suite, à partir de la 3e semaine, il y aura une installation de la fibrose, d'une cicatrice fibreuse, d'accord, qui sera indélébile. Pour l'infarctus du myocarde, si vous prenez un cœur atteint d'infarctus du myocarde, la lésion sera indélébile. Ça sera donc une cicatrice fibreuse, blanchâtre, indélébile, qui ne disparaîtra jamais. D'accord? Sur le plan microscopique, ces modifications macroscopiques, en fait, elles sont dues à des modifications microscopiques. Durant les premières heures, il n'y a rien. À partir de 6 heures, entre 6 à 48 heures, il y aura installation de polynucléaires neutrophiles qui sont les premières cellules de l'inflammation qui vont être au niveau donc de la lésion. Ensuite, donc, il y aura le remplacement de cet infiltrant inflammatoire. Après, il y aura donc un afflux d'autres cellules inflammatoires, les lymphocytes, une néogénèse vasculaire. Après, il y aura une installation de la fibrose qui va remplacer l'infiltrant inflammatoire et la fibrose. Elle sera indélébile. Elle va donner l'aspect macroscopique blanchâtre, fibreux de l'infarctus. D'accord? Donc, retenez bien qu'au début, il n'y a rien. Les lésions sont à peine visibles. Après, vous avez une petite dépression qui sera entourée d'un liseré hémorragique. Par la suite, il y aura installation de la fibrose. Sur le plan microscopique, c'est la même chose. Au début, il n'y a rien. Après, il y a apparition des polynucléaires neutrophiles qui sont les premières cellules de l'inflammation. Après, il y aura les autres cellules avec la néogénèse vasculaire. Et par la suite, à la fin, il y aura une installation d'une fibrose qui est le stade ultime de toute inflammation. D'accord? C'est bon pour l'infarctus? Qui veut poser des questions concernant la... C'est bon? Pour l'infarctus blanc, rouge, vous arrivez à faire la part des choses? Les organes, la différence entre les deux infarctus, c'est clair? Très bien. Donc, on arrive maintenant à l'infarcissement. L'infarcissement n'a rien à voir avec l'infarctus. Faites très attention. L'infarctus, il est dû à une oblitération artérielle. L'infarcissement, par contre, il est dû à une stase veineuse. D'accord? C'est vrai que les syllabes sont les mêmes, infarctus, infarcissement, mais sur le plan anatomopathologique, ce sont deux choses différentes. Faites très attention. Alors, l'infarcissement, c'est une nécrose viscérale hémorragique par obstruction d'une veine de drainage. Par contre, l'infarctus, c'est une nécrose de coagulation par obstruction d'une artère. Faites très attention. Donc, cet infarcissement, il peut être dû à une thrombose veineuse, par exemple au niveau de l'intestin, ou alors à une compression veineuse, une torsion d'un pédicule vasculaire, ou alors au cours d'un volvulus du grêle, par exemple. D'accord? Le mécanisme, la physiopathie n'est pas la même. Infarctus, infarcissement. Il siège le plus souvent au niveau de l'intestin grêle et du mésentère. Le poumon, le cerveau et le testicule. La torsion testiculaire qui va donner un infarcissement du testicule. Un volvulus du grêle qui va donner un infarcissement du grêle. D'accord? Une torsion d'un kyste ovarien, par exemple. Donc, c'est dû à une oblitération veineuse, mais pas artérielle. C'est bon? Des questions? On peut passer? Très bien. On arrive au dernier chapitre. Ça va? Vous arrivez à suivre? Très bien. Donc, on arrive au dernier... J'ai essayé de simplifier le cours au maximum. Donc, on arrive au dernier chapitre qui intéresse les vascularites. Et il faut savoir que les vascularites sont nombreuses. J'ai essayé de vous introduire aux vascularites. Donc, qu'est-ce qu'une vascularite? C'est comme pour tous les termes anatomopathologiques, tout ce qui... Bon, la majorité des noms qui se terminent par un ITE, IT,
Il s'agit d'une inflammation, d'accord? Salpingite, connectivite, comment? Tendinite, péritardite, sous-entend des inflammations. Donc, vascularite, ce sont des maladies caractérisées par une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire. L'étiologie et les mécanismes pathogéniques, la nature du vaisseau, artère, artériole, veine, veinule, capillaire, le calibre des vaisseaux, gros calibre, moyen calibre, petit calibre, les symptômes cliniques sont très variables d'une vascularite à une autre. Il existe un groupe vraiment hétérogène de vascularites. De nombreux organes peuvent être atteints. Par exemple, le poumon, le rein, la peau, le système nerveux central, le cœur et même le muscle. Donc, c'est un groupe de maladies hétérogènes caractérisées par une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire. Les classifications des vascularites sont basées sur des critères cliniques. Vous avez l'examen clinique, biologique, le taux de la CRP, de la VS, des protéines inflammatoires, radiologiques et anatomopathologiques, bien sûr. Donc, on va parler des critères histologiques qui nous concernent, nous, à notre niveau. Vous avez le calibre des vaisseaux. Il existe donc les vascularites des gros vaisseaux qui touchent l'aorte et ses branches de division. Vous avez les vascularites des petits vaisseaux qui intéressent les capillaires, les vaisseaux pré- et post-capillaires, artérioles et vénules. Et vous avez les vaisseaux de moyen calibre. Ce sont les vaisseaux qui occupent donc une position intermédiaire entre les gros vaisseaux et les capillaires. Le deuxième critère anatomopathologique des vascularites est la nature de l'infiltrant inflammatoire. Vous allez faire le cours sur la pathologie inflammatoire et vous comprendrez mieux. Vous allez chercher la nature de cet infiltrant inflammatoire. Est-ce qu'il est fait de polynucléaires neutrophiles, de polynucléaires éosinophiles, de lymphocytes, de macrophages? La présence d'une nécrose fibrinoïde ou non? C'est une nécrose donc éosinophile qui intéresse les parois vasculaires. La présence de granulome épithélio-gigonto-cellulaire ou non? Vous allez bien détailler ces lésions dans les cours de la pathologie inflammatoire. Le type de description, je vous ai donné un seul exemple de vascularite que vous devez connaître. C'est la maladie de Horton. C'est la plus fréquente des vascularites. Donc, il s'agit d'une vascularite des vaisseaux de gros calibre qui survient surtout chez le sujet âgé. Regardez ici l'image que je vous ai mise. Donc, c'est une artère temporale qui est touchée, d'accord? C'est l'artère temporale qui se trouve au niveau donc de la, ici, à côté de l'oreille. Bien sûr, cette maladie est accompagnée d'un syndrome inflammatoire important. Et c'est la biopsie de l'artère temporale qui va faire le diagnostic. On va biopsier au niveau du vaisseau et on va étudier ça au microscope. Donc l'artérite, cette artérite, elle se traduit microscopiquement par la présence d'une inflammation granulomateuse, gigontocellulaire, de l'intima et de la média. Regardez ici, donc, on a fait une coloration spéciale à l'orcéline. Et vous avez ici la limitante élastique interne. Je vous ai fait la dernière fois dans les rappels, la limitante élastique interne et externe. Regardez, ici, elle est touchée. Il y a une lésion de la limitante élastique interne. Vous voyez ici, ce qui est en noir. Après, il y a une interruption. D'accord? Donc, il y a une lésion de la limitante. Sur le plan microscopique, regardez ici, ça c'est une paroi vasculaire. Ici, il y a l'infiltrant inflammatoire qui est organisé en granulome épithélio-gigontocellulaire. Vous allez bien le détailler dans le cours de l'inflammation. Donc, c'est un granulome qui comporte des cellules inflammatoires, des lymphocytes, des cellules géantes multinucléées et des cellules épithélioïdes. D'accord? Retenez que les vascularites sont fréquentes, elles sont nombreuses.
elles sont classées par l'examen clinique, la radiologie, le syndrome inflammatoire biologique et radiologique et l'examen anatomopathologique. Sur le plan histologique, elles sont classées par rapport au vaisseau. Le calibre du vaisseau, gros, moyen, petit, et la nature de l'infiltrat inflammatoire. Polynucléaire, éosinophile, présence d'une nécrose fibrinoïde, présence de granulome, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Si vous avez des questions, allez-y. Ne laissez pas la fin du cours. Posez des questions. Tout est clair. Aucune question. Ben, je vous souhaite bon courage.